Parfait. Bonjour Fabrice, bonjour à tous qui sont sur la page officielle des Rendez-vous d'Histoire pour ce premier café historique en direct sur Facebook. Donc on est dans un contexte un petit peu particulier, hein. Il n'y a plus les cafés traditionnels en région Centre-Val de Loire, mais ce soir j'ai la chance d'avoir un habitué de ces cafés historiques en région Centre, hein, Fabrice Grenard. Donc vous êtes agrégé docteur en histoire, vous dirigez le département recherche et pédagogie de la Fondation de la Résistance. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la résistance, sur la Seconde Guerre mondiale. Ce soir, vous allez nous parler des maquisards, hein. Le titre de votre livre s'appelle « Les maquisards combattre dans la France occupée ». Et ce soir, vous allez nous dire donc, qui étaient ces maquisards, d'où ils venaient. On a souvent une image un peu, pas idyllique, mais de héros qui libèrent la France à la fin de la guerre. Vous allez nous dire ce qu'il en était vraiment et quel rôle ont-ils réellement joué dans la guerre. Donc tout de suite, je vous laisse la parole. Merci François et bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien et amener un petit peu de divertissement en cette période compliquée avec ce premier café historique confiné de l'histoire, on peut dire. Je vais effectivement vous parler donc de cet ouvrage, Les Maquisards aux éditions Vendémiaire, qui est paru en septembre dernier et dont la revue L'Histoire d'ailleurs vient de faire un petit compte-rendu dans son dernier numéro. Voilà, parce que si effectivement nous sommes obligés de rester chez nous, nous pouvons néanmoins continuer à lire, à écrire et à mener un certain nombre d'activités. Alors ce livre sur les maquisards, le titre évidemment est important parce que il y avait déjà des ouvrages de synthèse sur les maquis, au sens plutôt au sens d'ailleurs militaire du terme, mais aucun travail n'avait véritablement été fait pour s'intéresser à ceux qui étaient dans ces maquis, donc aux maquisards, à ces jeunes Français qui ont fait le choix en 1943, 1944, eh bien, de prendre le chemin du maquis pour des motivations différentes. Certains parce qu'ils ne voulaient pas partir travailler en Allemagne, d'autres parce que tout simplement ils voulaient se battre pour libérer leur pays. Voilà, donc ces jeunes qui font le choix de prendre le maquis en 1943-44 et qui, bien souvent, n'y étaient absolument pas préparés, puisque la majorité des maquisards étaient plutôt des jeunes ouvriers, des jeunes travailleurs des villes, qui se sont donc retrouvés dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas, le milieu montagnard, et qui ont dû devenir des combattants de façon très rapide, alors qu'ils n'avaient bien souvent reçu aucune formation militaire et qu'ils n'avaient d'ailleurs que très peu d'équipement pour s'entraîner dans les camps. Voilà donc l'explication du titre, hein. L'idée, c'est vraiment de s'intéresser aux hommes qui sont dans les maquis, à leur trajectoire, leur motivation, à leur expérience aussi, quel a été le vécu de ces maquisards en France au cours des 2 dernières années de l'occupation. Alors, évidemment, quand on approfondit un sujet, on a toujours tendance à aller contre un certain nombre d'idées reçues qui peuvent être en général assez répandues. Et je vais organiser mon propos autour justement d'un certain nombre d'idées reçues que je vais essayer de nuancer par rapport aux travaux que j'ai pu mener sur le sujet. Première idée reçue, c'est celle selon laquelle les maquis seraient nés dans le contexte, en février 1943, du STO, du service du travail obligatoire. C'est une idée que l'on trouve dans la plupart des manuels, des ouvrages de synthèse sur la période de l'occupation en France. Le STO a bien été un accélérateur qui a permis aux maquis d'augmenter leur recrutement, mais si on regarde les choses d'un peu plus près, le STO n'est pas forcément le facteur déclenchant pour la naissance des maquis en France. Et il faut en la matière distinguer ce qui se passe en zone sud, dans les principaux massifs de la zone sud, et en zone nord. En zone sud,
les deux facteurs qui entraînent l'émergence des premiers camps dès la fin 1942, c'est tout d'abord, tout simplement, l'occupation de la zone sud, jusque-là zone dite libre, par les Allemands, qui met en difficulté un certain nombre de gens qui s'étaient réfugiés en zone sud parce qu'ils pouvaient, dans cette zone, échapper à la répression allemande. Il s'agit de résistants grillés, il s'agit aussi d'étrangers qui s'étaient réfugiés en France à la veille de la guerre, par exemple des Allemands, des Autrichiens anti-nazis. Tous ces gens-là, à partir du moment où les Allemands désormais sont là en zone sud, savent qu'ils sont en danger. Donc, ils vont chercher à se cacher, le plus souvent dans des endroits reculés, des forêts, des montagnes. Et puis, il y a un deuxième facteur qui entraîne l'émergence des premiers camps, c'est la loi du 4 septembre 1942 sur l'orientation de la main-d'œuvre, loi adoptée par Vichy, qui permet déjà, plus de 6 mois avant l'adoption du STO, de réquisitionner des travailleurs pour l'Allemagne, non pas sur des critères d'âge, comme ce sera le cas avec le STO, mais sur des critères professionnels. Par exemple, les Allemands disent à Vichy, voilà, il nous faut tant d'ajusteurs, de mécaniciens, trouvez-les-nous, et Vichy va réquisitionner dans les entreprises françaises des ouvriers sur critères professionnels. Beaucoup d'ouvriers donc commencent à se sentir menacés dès l'automne 1942 par les réquisitions, et comme ils ne veulent pas partir en Allemagne, eh bien, ils font le choix l'expression commence à se répandre, le choix de prendre le maquis, c'est-à-dire d'aller là aussi dans des zones reculées, essentiellement moyenne montagne, forêts isolées, pour trouver des solutions de cash et essayer de survivre ainsi jusqu'à la fin de la guerre. Il faut bien avoir présent à l'esprit d'ailleurs que les Français, à la fin de l'année 1942, pensent que la fin de la guerre est pour bientôt. On annonce un débarquement allié en France pour l'année 1943, donc beaucoup des gens qui font ce choix de se cacher pensent que voilà, il faut essayer de tenir quelques mois avant que le pays ne soit libéré. Et lorsque la greffe va se faire entre ces deux catégories de personnes, d'un côté des résistants, des étrangers qui ont un engagement idéologique parce qu'ils sont anti-nazis, qui se cachent, et des travailleurs qui se cachent eux aussi dans les mêmes endroits, lorsque ces deux catégories se rencontrent, eh bien, on a en général la naissance de ce qui va devenir ensuite les principaux maquis. On le voit par exemple au Vercors avec la ferme d'Ambel, qui est le camp numéro 1 du Vercors, qui naît à la toute fin 1942 avec la rencontre de résistants locaux du groupe franc-tireur et d'un certain nombre de travailleurs originaires de Grenoble, notamment des Polonais qui avaient peur d'être réquisitionnés pour l'Allemagne et qui cherchaient un refuge pour se cacher. Voilà, donc on voit que en zone sud, les premiers camps, que ce soit dans le Vercors, mais aussi dans le Jura, dans les Alpes du Nord, dans le Massif central, apparaissent à partir de novembre, décembre 1942, janvier 43, donc précèdent l'adoption du STO. Et le STO ensuite va bien sûr servir d'accélérateur, puisqu'à partir du moment où les premières souches existent, les jeunes réfractaires du STO qui vont chercher un moyen de se cacher vont pouvoir essayer d'entrer en contact avec ces premiers noyaux de clandestins qui ont commencé à se développer dans les forêts, dans les montagnes. Si on regarde ce qui se passe en zone nord, là on est sur une chronologie tout à fait différente parce que le phénomène maquis, en réalité, n'apparaît qu'à partir du 6 juin 1944, à partir du débarquement allié. En Bretagne, en Normandie, il n'y a quasiment aucun maquis, à quelques exceptions près. Il y a le maquis sur Couve, par exemple, dans l'Eure, mais à ces exceptions près, il n'y a aucun maquis qui existe dans ces territoires-là avant le 6 juin 1944. Donc l'élément déclenchant pour les maquis bretons, normands, ce n'est pas là aussi le STO, c'est davantage l'annonce
du débarquement allié qui déclenche la bataille pour la libération de la France. Voilà. Donc on voit qu'on est sur une chronologie différente et que le lien avec le STO n'est pas forcément si évident que cela. Deuxième idée assez souvent reçue sur cette question des maquisards, notamment des premiers groupes qui se forment du coup en zone sud à la fin 42 et au début 43. Les maquisards avaient d'abord pour objectif de se cacher, pas celui de se battre pour libérer la France. Alors là aussi, c'est une remarque que l'on trouve encore souvent dans de nombreux ouvrages et qui amène un certain nombre de commentaires. Il est vrai que les premiers camps qui se constituent fin 42, début 43 sont ce qu'on appelle des camps refuges. Il n'est pas question pour les premiers groupes de maquisards qui apparaissent alors de se battre pour une raison toute simple. D'abord, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien qui permet de le faire. Et puis surtout, la motivation première de ces premiers maquisards, c'est effectivement de trouver un moyen de se cacher pour éviter un départ en Allemagne. Beaucoup de ces premiers maquisards, d'ailleurs, n'avaient jamais eu d'engagement résistant à véritablement proprement parler avant de rejoindre un camp. La situation pose d'ailleurs problème à la résistance organisée, pendant plusieurs mois. Les chefs des mouvements en zone sud sont alertés de la constitution des premiers camps qu'ils n'avaient pas prévus, qu'ils n'avaient pas anticipés, et ils ne savent pas très bien quoi faire avec ces camps de réfractaires qui apparaissent dans les différents massifs. Londres en est également informé, et là aussi on essaie de temporiser. En fait, ces premiers camps sont d'abord un problème pour la résistance, parce que on ne connaît pas bien les intentions des jeunes réfractaires qui s'y trouvent, il n'y a personne pour les encadrer, on n'a pas d'équipement, on n'a pas d'armes. Donc, on a un petit peu deux thèses qui se développent. Il y a ceux qui disent « Oh là là, c'est beaucoup trop risqué, on ne peut pas prendre en charge des jeunes comme ça qui n'ont absolument aucune expérience et dont on n'est même pas sûr qu'ils veulent se battre et rejoindre la résistance. » Et puis d'autres, au contraire, disent « Attention, c'est une occasion unique, la résistance manque de troupes, manque de jeunes volontaires, il faut tout faire pour les encadrer et permettre à la résistance de se doter des unités combattantes qui pourront entrer en action le jour J. » Voilà. Deux écoles qui s'opposent violemment. Parmi les dirigeants, on sait que Henri Freinet, par exemple, est plutôt donc le chef de combat, est plutôt favorable à un encadrement des camps. Jean Moulin, lui, à Londres, est plutôt réticent parce que il voit dans ces camps une sorte d'aventure incertaine. Mais à partir du moment où le phénomène devient quelque part irréversible, notamment du fait du STO au cours du printemps 1943, la résistance est bien obligée de reconnaître qu'il vaut mieux encadrer les camps que de laisser les jeunes réfractaires dans la nature. Et donc, on a des structures qui se mettent en place. Et là aussi, la chronologie, elle est importante parce que ces structures se mettent en place finalement assez tôt, dès le mois d'avril et mai 1943. Donc, on est quelques mois seulement après l'émergence des premiers camps. Ces structures, c'est un service national maquis qui est mis en place par les mouvements de résistance en zone sud pour permettre d'encadrer les maquis. On met aussi en place des écoles de cadres pour fournir les cadres qui pourront bien justement aller ensuite dans les camps et entraîner les jeunes volontaires. Les FTP, donc plutôt les maquis d'obédience communiste, développent eux aussi des structures qui permettent d'intégrer les camps dans des unités militaires. Voilà. Et tout ça se joue donc au cours du printemps, au début de l'été 1943.
Et c'est très important parce que à partir de là, il n'est plus possible de dire que l'on va au maquis simplement pour se cacher. Les choses sont très claires. Et là, lorsqu'on a les documents d'archives ou les témoignages des jeunes qui ont rejoint le maquis, par exemple, en juillet 43, ces jeunes expliquent que lorsqu'ils arrivent dans un camp, le chef ne leur fait pas mystère de ce qui les attend. Il leur dit bien que ce sera très difficile, qu'il leur faudra adopter une discipline très stricte, obéir au chef, donc comme dans le cadre d'une véritable organisation militaire, et qu'ils sont libres d'ailleurs de repartir s'ils ne sont pas prêts à suivre ces différentes directives. Donc quelqu'un qui rejoint le maquis à partir de l'été 1943, en réalité sait très bien dans quoi il s'engage et on ne peut plus dire à partir de cette date qu'il va au maquis uniquement pour se cacher. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir qu'avec le peu de moyens dont il dispose, ceux qui sont chargés d'encadrer les maquis vont finalement réussir à faire les choses pas si mal que ça. On le voit notamment à travers les rapports écrits par les premières missions alliées qui sont envoyées dans des camps du Jura, de la Haute-Savoie, du Massif central au cours des mois de septembre et octobre 1943. Et dans leur rapport, ces agents des services alliés expliquent qu'ils sont plutôt surpris par ce qu'ils ont vu. Bien sûr, on manque d'armes, bien sûr, il ne faut pas non plus exagérer ce qui est possible de faire avec le peu de moyens sur place. Néanmoins, ils sont séduits par les premiers chefs de maquis, par la discipline qui règne dans les camps et par le caractère volontaire qui semble dominer chez les jeunes recrues. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important à mes yeux. Si les premiers camps sont bien effectivement des camps refuges, si les jeunes qui les rejoignent à la fin 42 veulent peut-être d'abord se cacher, en quelques mois, la situation bascule et le maquis devient véritablement quelque chose d'organisé, de discipliné, sous les auspices de la résistance, avec la mission donc de participer au combat de la libération. Ça ne veut pas dire toutefois que un certain nombre de camps ne vont pas échapper à l'encadrement que souhaite développer la résistance. On les appelle d'ailleurs les faux maquis, les maquis noirs, et ils pourront se livrer à des exactions, ils pourront parfois terroriser les populations locales, mais ces organisations-là ne font pas partie justement de la résistance, donc il ne faut pas les confondre avec le vrai maquis. D'ailleurs, le vrai maquis poursuit les faux maquisards et lorsqu'il arrive à arrêter un groupe de faux maquisards, la police du maquis, le plus souvent, les condamne à mort et les exécute. Troisième thème que je souhaiterais aborder, c'est celui de l'organisation du maquis. Puisque quand on parle maquis, en général, on a deux exemples qui nous viennent à l'esprit. Ce sont les maquis des Glières en Haute-Savoie et le maquis du Vercors, donc sur le plateau qui domine Grenoble. Le problème, c'est que si ces deux maquis sont peut-être les maquis les plus célèbres, parce que notamment ils ont été engagés dans des combats contre les forces de Vichy et contre les Allemands de façon importante, ces deux maquis ne sont pas du tout illustratifs de ce qu'a été le phénomène, puisque dans les deux cas, on a une forte concentration de maquisards, autour de 400-500 hommes, au Glières ou dans le Vercors avant le 6 juin 44, sur un même lieu, avec des camps statiques et une militarisation très, très poussée. En réalité, les maquis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce sont des petites unités mobiles qui d'ailleurs n'ont pas une existence en continu,
et qui ne sont pas statiques. Si on regarde ce qui se passe du côté, par exemple, du maquis du Jura, du Massif central, du Limousin, le camp ne dépasse pas tout au plus quelques dizaines d'individus parce que au-delà, ce serait une concentration trop importante qui risquerait de trop attirer l'attention. On s'aperçoit aussi que ces maquis n'ont pas une existence continue tout au long de la période. Et on a même une histoire des maquis qui s'inscrit un petit peu dans une forme de saisonnalité, puisque les maquis apparaissent au cours du printemps 1943. Ils profitent alors des conditions favorables, le climat ensuite de l'été, la forêt protectrice, on peut vivre de façon convenable en moyenne montagne l'été, mais à partir du moment où arrive l'hiver, les conditions changent, le gel arrive, la neige arrive, et en réalité, il devient tout à fait impossible pour des maquisards de continuer à vivre de la sorte, soit au fin fond des forêts, soit sur des plateaux de moyenne altitude. Et donc, beaucoup de chefs de maquis vont en réalité organiser la démobilisation des camps. On va demander aux jeunes volontaires de rejoindre en fait des caches en dur, des fermes, voilà, de trouver des solutions de caches individuelles pour arriver à passer l'hiver, et on leur demandera de se remobiliser au printemps lorsque approchera la date du jour J. Et en réalité, il n'y a que quelques maquis donc qui vont tenir l'hiver. Ce sont les maquis les mieux équipés, les plus organisés, ceux de Haute-Savoie, ceux du Vercors, mais ce n'est pas du tout voilà le cas général. Ensuite, les groupements donc vont se reformer au cours du printemps lorsque les feuilles repousseront, lorsque la neige disparaîtra avec la neige est un problème pour les maquisards puisque ça laisse des traces, donc c'est immédiatement repérable. Et donc, les maquis se reformeront à ce moment-là. Voilà. Donc, on voit bien des petites unités qui sont mobiles. Il n'est pas rare d'ailleurs que des groupes passent d'un département à un autre. On le voit avec le maquis de Georges Guingouin, par exemple, qui est implanté en Haute-Vienne, mais qui, lorsqu'il doit faire face à l'arrivée d'une colonne allemande, la colonne Bremer, au début du printemps 1944, passe dans le département voisin de la Creuse pour échapper à la répression. Donc voilà, le maquis est mobile, et le maquis n'existe pas forcément en continu, puisque la plupart des maquis en réalité se démobilisent au cœur de l'hiver 44 pour se reformer ensuite avec l'arrivée du printemps. Autre thématique, celle du rôle des missions qui ont été données aux maquis au cours des 2 dernières années de l'occupation. Là aussi, il faut essayer de mettre un certain nombre de choses au clair, puisque la mémoire collective a surtout retenu cette image du jeune maquisard portant la stène, menant des actions de guérilla contre les Allemands et participant donc à la libération de la France en 1944. D'abord, il ne faut pas oublier que les maquis, contrairement à ce que l'on dit souvent, ne sont pas la seule branche armée de la résistance. Il y avait dans la résistance des corps francs, des groupes francs, qui étaient spécialisés dans les actions directes, les actions de sabotage, les actions de guérilla. Voilà. Un des plus connus, par exemple, au sein des FTP, c'était le groupe FTP Moy de la région parisienne que dirigeait Missak Manoukian. Et c'était pas du tout un maquis, c'était des gens qui étaient immergés en milieu urbain et qui se retrouvaient à l'occasion d'une action pour pouvoir la mener. Ensuite, ils se dispersaient à nouveau en milieu urbain. Pendant longtemps, la résistance s'est plutôt appuyée sur les corps francs, les groupes francs, pour mener des actions armées.
Les maquis, en réalité, avant le 6 juin 1944, restent plutôt l'arme au pied, et encore lorsqu'il y a des armes, puisque l'un des problèmes majeurs pour ces maquis, c'est encore une fois le manque d'armes. Les parachutages d'armes ne seront véritablement intensifiés par les Alliés qu'au moment du printemps 1944. En réalité, les maquis mènent d'abord des actions pour leur propre survie, puisque ces maquis vivent dans des endroits reculés, ils sont coupés de tout, et en même temps, ils ont des besoins normaux pour pouvoir survivre. Il leur faut de l'équipement, il leur faut du ravitaillement. Voilà. Et donc, les actions les plus importantes menées par les maquis sont d'abord des actions de survie. Attaquer, par exemple, des groupements des chantiers de jeunesse de Vichy pour s'emparer de stocks de vêtements, de sacs à dos, de chaussures, etc. Attaquer les entrepôts du ravitaillement général pour récupérer l'alimentation nécessaire. Se livrer à des tournées dans les villages auprès des buralistes, des commerçants pour là aussi récupérer un peu de tabac ou un peu de nourriture. Donc la réalité du maquis, c'est d'abord celle-là. Et la plupart des maquis d'ailleurs n'interviendront pas contre les Allemands avant le 6 juin 1944. Si certains maquis sont amenés à lutter contre les Allemands, c'est parce que les Allemands viennent les chercher en fait. On le voit avec les grandes opérations menées par les Allemands. Dans l'Ain, l'opération Corporale en février-mars 1944. En Haute-Savoie, avec la répression du maquis des Clières fin mars 1944, par exemple. Un autre type d'action des maquis, c'est aussi de montrer à la population que le maquis est en réalité la base de renaissance de la nouvelle armée française. En effet, il faut en la matière contrer la propagande de Vichy, puisque Vichy, pour essayer de faire en sorte que les Français ne soutiennent pas la cause des maquis, essaie de présenter des maquisards une vision très noire, très négative. Les maquisards seraient tous des criminels, des voleurs, des brigands. Voilà. Et c'est une propagande notamment développée par le milicien Philippe Henriot, qui touche dans certains milieux, notamment les milieux paysans, où on est attaché à la petite propriété agricole et où on a peur que le maquis ne provoque localement un certain nombre de pillages et d'exactions. Donc il faut lutter contre cette propagande vichiste, il faut montrer aux populations que le maquis est une organisation disciplinée, militarisée, et bien sûr l'opération la plus connue est celle qui sera menée le 11 novembre 1943 par Henri Roman-Petit, le chef du maquis de l'Ain à Oyonnax. Le maquis va tenir la ville pendant quelques heures pour organiser un défilé jusque devant le monument aux morts, le 11 novembre 43, alors que les commémorations de l'armistice sont normalement interdites. Et le maquis montre ainsi à la population, défilant en uniforme, en armes, derrière les officiers, qu'il s'agit bien d'une organisation disciplinée, qui obéit à des règles, etc., et qui n'a rien à voir avec ce que veut bien en dire Vichy. Et si on a retenu ce défilé d'Oyonnax parce qu'il est le plus spectaculaire, en réalité, des opérations de ce genre sont menées dans tous les territoires où les maquis sont importants. Simplement, il s'agira d'opérations un peu moins spectaculaires, mobilisant moins de maquisards et se développant davantage dans des petits villages que dans une petite ville comme l'était Oyonnax dans l'Ain. Voilà. Mais on voit bien là aussi des actions donc plutôt avec des motivations quelque peu médiatiques finalement, montrer à la population, mais montrer aussi quelque part au monde entier, puisque les images du défilé d'Oyonnax seront très largement diffusées, que le maquis, eh bien, voilà, c'est la résistance, c'est la discipline et c'est une organisation patriotique. Évidemment, les maquis vont ensuite passer à l'action armée, essentiellement à partir donc du 6 juin 1944, lorsque l'annonce du débarquement allié entraîne un climat insurrectionnel dans la plupart des zones de maquis importantes. On assiste même dans ces zones, c'est-à-dire le Limousin, le Massif central, les Alpes, le Jura,
à l'équivalent d'une petite levée en masse, avec des centaines, des milliers de volontaires qui rejoignent le maquis parce que ils veulent se battre, ils veulent participer à la libération de leur pays. En quelques jours, par exemple, le maquis du Vercors passe de 400 à 4000 membres. Le maquis du Montmouchet dans le Cantal, qui se constitue à ce moment-là, rassemble aussi en quelques jours seulement plusieurs milliers de combattants qui convergent de toute l'Auvergne. Le maquis de Saint-Marcel dans le Morbihan, qui est une création quasi ex nihilo, il n'y avait pas de maquis avant le 6 juin 1944, eh bien, autour de son PC, de la ferme de la Nouette, rassemble en quelques jours 2000 personnes. Voilà. Donc un phénomène de levée en masse, un climat insurrectionnel et un passage à l'action qui, bien sûr, va être plus ou moins heureux puisque il y aura beaucoup de drames au cours de l'été 1944. En fait, à chaque fois que le maquis a essayé d'affronter les Allemands de façon frontale, comme dans une guerre un peu classique, ça s'est toujours très mal terminé parce que il y avait infériorité numérique, il y avait infériorité en armement, surtout du côté des maquisards, et on connaît tous les drames, et bien justement du Montmouchet, de Saint-Marcel, de Tulle, du Vercors, où à chaque fois les Allemands, avec des moyens supérieurs, eh bien obligent le maquis à se retirer et provoquent surtout dans la population des représailles terribles. Mais il y a aussi toute une partie qui, elle, va s'avérer efficace, c'est la guérilla qui permet au maquis, dans toutes les zones qui sont un petit peu sous son contrôle, eh bien de saboter les voies ferrées, les communications allemandes, donc de gêner l'effort de guerre allemande dans un moment décisif qui est celui de la bataille pour la libération de la France et plus largement de la bataille décisive sur le front de l'Ouest contre les Allemands. Et puis surtout, après avoir connu les drames de juillet 1944, dans beaucoup de territoires, le maquis va aussi connaître ses victoires, puisque à partir du moment où a lieu le débarquement en Provence, le 15 août 1944, l'armée allemande commence à se retirer, et là, les maquisards vont se lancer à l'attaque de garnisons allemandes qui sont souvent isolées, bloquées dans les villes. Et cela va permettre de libérer certains territoires, de libérer certaines villes plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant l'arrivée des Alliés, comme le montre l'exemple de la ville de Brive, qui est libérée dès le 16 août 1944, la ville de Limoges, libérée le 21 août, le département de la Haute-Savoie, qui est le premier département de la métropole libéré par les seules forces résistantes locales plusieurs jours avant l'arrivée des Alliés. Et puis, les maquis jouent aussi un rôle pour harceler les unités allemandes qui battent en retraite. On connaît l'histoire, par exemple, de la reddition de la colonne Elser dans le Cher et l'Indre. Cette colonne de près de 20 000 soldats allemands avait quitté le sud-ouest de la France et était en train de se retirer vers l'Allemagne, mais à force d'être harcelé quotidiennement par les maquisards, eh bien le colonel Elser préfère jeter l'éponge et donner sa reddition en septembre 1944. Voilà, l'histoire des maquisards se termine justement en septembre 1944 parce que c'est là qu'a lieu ce qu'on appelle l'amalgame, c'est-à-dire l'intégration de ceux qui sont volontaires, des maquisards, des FFI au sein de l'armée régulière jusqu'à la fin de la durée de la guerre. Certains feront le choix d'intégrer l'armée, d'autres de rentrer chez eux. Mais l'histoire des maquisards s'arrête à ce moment-là. Et je voudrais terminer avec un dernier thème. Là aussi, une dernière question qui revient souvent quand on s'intéresse aux maquis, aux maquisards, c'est la théorie de l'abandon des maquis par les Alliés. C'est un problème qui revient très souvent
dans l'historiographie, mais aussi dans la mémoire collective, avec derrière des enjeux très forts. Hein. Il y a cette idée que finalement les Alliés n'auraient pas assez aidé les maquis, voire qu'ils les auraient abandonnés lors des grandes batailles de l'été 1944, comme le montre l'exemple du maquis du Vercors, par exemple, qui n'a pas reçu suffisamment d'armes, suffisamment de renforts pour pouvoir lutter à armes égales avec les Allemands. Alors cette idée, en fait, a été très largement développée, notamment par les communistes dans le contexte de la guerre froide, parce que à partir de 1947, l'unité des résistances se fissure donc du fait de l'éclatement de la guerre froide. Les communistes développent cette idée selon laquelle eh bien, il y avait deux résistances. Une résistance gaulliste qui était alliée avec Londres, donc qui était alliée au camp capitaliste, et une résistance plus populaire, bien sûr, davantage présente en métropole, davantage présente dans les maquis, et qui était, on l'a compris, surtout d'obédience communiste. Et les communistes expliqueront que si les Alliés n'ont pas voulu aider suffisamment les maquis en 1944, c'était parce qu'ils ne voulaient pas que cette résistance populaire communiste puisse peser au moment de la libération et faire obstacle à une prise du pouvoir par les gaullistes. Alors, on voit bien en fait les enjeux politiques et idéologiques qu'il y a derrière cette idée du maquis abandonné. En réalité, lorsque l'on regarde les choses de plus près, on voit que le maquis n'a pas du tout été abandonné, mais qu'il y a eu un malentendu. Il y a eu un malentendu parce que les Alliés, à partir du printemps 1944, dans la prévision du débarquement du 6 juin, ont intensifié l'envoi dans les maquis français d'armes avec des parachutages, mais aussi des commandos, les fameux commandos du SOI, les services secrets britanniques, les commandos Jedburgh, qui étaient composés de représentants des différents camps alliés, qui sont envoyés à chaque fois dans les maquis pour aider à l'encadrement des maquisards et pour essayer aussi d'orienter les actions des maquis dans le sens de la stratégie alliée. Et tous ces envois d'armes, ces envois de commandos alliés ont été interprétés par beaucoup de maquisards comme un petit peu l'avant-garde de parachutage qui pourrait être encore beaucoup plus nombreux et qui pourrait aller jusqu'à l'envoi d'unités aéroportées qui viendraient en appui des maquis pour constituer de véritables réduits sur les arrières des unités allemandes. Le problème, c'est que lorsque l'on regarde un petit peu les intentions de l'état-major allié du général Eisenhower, il n'a jamais été question de constituer ces réduits-là et il n'a jamais été question de faire des maquis autre chose qu'un instrument de guérilla pour gêner les Allemands sur leurs arrières, mais il n'était pas question de faire des réduits parce que d'abord les Alliés n'avaient pas les moyens de le faire, et puis toute la stratégie d'Eisenhower, c'est d'aller le plus vite possible, on le sait, vers l'Allemagne pour que la guerre se finisse selon le calendrier le plus favorable possible. Et quand on sait que les Alliés ont même eu du mal à entrevoir qu'il fallait libérer Paris, on comprend qu'il n'était pas du tout dans leur intention d'envoyer des renforts dans le Vercors pour permettre aux maquis du Vercors de lutter à armes égales avec les Allemands. Voilà autant de débats, de thèmes, d'idées donc que j'ai essayé de développer dans ce livre sur les maquisards, en essayant donc toujours de me replacer non pas du côté des organisations, mais du côté surtout des hommes, pour essayer de comprendre comment, encore une fois, ils ont vécu leur expérience au maquis, comment ils ont vécu ces périodes souvent difficiles, notamment la période de l'hiver 1944, qui est véritablement un moment de crise pour les maquis, et comment aussi ils ont vécu cette participation au combat de la libération de façon parfois exaltée, mais aussi avec toutes les limites liées à leur manque d'expérience et leur manque d'équipement face aux Allemands. Voilà, puisque la tradition du café historique est, je crois, de parler à peu près
45 minutes, je vois que je suis arrivé au terme de mon exposé. Et je repasse donc la parole à François. Eh bien, merci beaucoup Fabrice de nous avoir aidé à mieux comprendre donc, le fonctionnement des maquis et le rôle des maquisards dans le déroulement de la fin de la guerre. Donc effectivement, il y a quelques questions. Il y a eu des questions donc, dans les commentaires en dessous le live. Et donc, il y a une question qui concerne la circulation des informations, comment les maquisards s'informaient entre eux, comment ils recevaient les informations. Et une autre question aussi sur à voir s'il y avait beaucoup de femmes dans les maquis et s'il y avait un profil type du maquisard classique. Voilà. Alors, sur les informations, c'est vraiment l'un des problèmes majeurs des maquis. D'abord, on est dans une période où l'information ne circule pas, on le sait, comme aujourd'hui. Donc, l'information est un problème. Déjà en temps normal dans les années 40, puisque les seuls moyens d'information, c'est en gros c'est la radio ou ce sont des liaisons postales, voilà. Donc c'est déjà compliqué dans le contexte des années 40, c'est encore plus compliqué dans le contexte de la clandestinité. Et donc les maquis appartiennent à des organisations avec des systèmes de liaison qui sont développés. Il y a des agents de liaison qui sont chargés donc de transmettre les messages, de transmettre les renseignements, les informations entre les états-majors qui se développent au niveau du département ou de la région et le camp qui se situe en montagne ou en forêt. Mais on voit bien que c'est forcément compliqué parce qu'il y a la question de la distance, parce qu'on n'utilise pas des voitures pour ce genre de liaison, donc tout se fait ou à pied ou en bicyclette, et parce qu'il y a de fortes chances aussi que l'agent de liaison puisse tomber sur une patrouille allemande ou une patrouille de Vichy. Donc les liaisons sont effectivement un des problèmes majeurs pour les maquis. Cela explique parfois que des directives n'arrivent qu'avec plusieurs jours ou plusieurs semaines de retard. Et cela explique aussi un certain nombre d'erreurs qui ont pu être commises. J'ai travaillé par exemple sur la question de Tulle. On se demande souvent pourquoi les FTP de Corrèze ont attaqué Tulle alors que la division d'Asreich s'était mise en mouvement quelques jours plus tôt pour remonter vers la Corrèze et vers le nord. Mais justement, en fait, les maquisards de Corrèze n'avaient pas eu l'information. Ils n'étaient pas au courant que cette division, qui était cantonnée à plusieurs centaines de kilomètres de l'endroit où ils se trouvaient, eh bien, s'était mise en branle pour gagner le Limousin. Et on connaît la tragique fin de l'histoire, puisque la Das-Reich reprendra la ville de Tulle et exercera des représailles terribles. Sur la question des femmes, alors la question aujourd'hui du genre est très à la mode sur le plan historiographique, etc. Et on aimerait bien dire qu'il y a eu des femmes dans les maquis. En réalité, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas eu de femmes dans les maquis en France, ou alors vraiment quelques cas très isolés, pour deux raisons assez simples. D'ailleurs, d'abord la vision sociale de l'époque, une femme ne combat pas. Et toutes les organisations de la résistance cantonneront les femmes plutôt dans des tâches de secrétariat ou d'agents de liaison, justement, plutôt que des tâches de combat, des tâches militaires. Donc c'est aussi vrai pour les maquis. Et puis en plus, les maquis créaient forcément une forme de promiscuité qui obligeait les femmes à rester dans un univers totalement masculin, ce qui, selon les représentations de l'époque, n'était là aussi pas possible. Donc, il n'y a pas de femmes à proprement parler dans les maquis. Ça ne veut pas dire que des femmes n'ont pas joué un rôle important pour les maquis. Beaucoup de jeunes femmes sont des agents de liaison qui permettent de maintenir le contact entre le maquis et le village le plus proche ou la communauté la plus proche. Beaucoup de femmes apportent aussi régulièrement le ravitaillement nécessaire pour les maquisards et certaines de ces femmes obtiendront d'ailleurs à la fin de la guerre le surnom de mère du maquis lorsqu'elles auront aidé les maquisards à se ravitailler ou lorsqu'elles auront accepté d'héberger chez elles un maquisard blessé ou un maquisard malade. Quant au profil type du maquisard, il varie un petit peu selon les contextes.
Globalement, le maquisard, c'est plutôt quelqu'un de jeune, donc concerné à partir de février 43 par le service du travail obligatoire en Allemagne, ce qui veut dire quelqu'un qui a entre 20 et 22 ans. Hein, on est là sur l'âge moyen du maquisard. Mais lorsque arrive le 6 juin 1944, le débarquement allié, donc, le phénomène de levée en masse dont je vous ai parlé tout à l'heure fait que on a à la fois des volontaires beaucoup plus jeunes qui arrivent, des gens qui ont 17, 18 ans et qui jusque-là n'étaient pas acceptés dans le maquis parce qu'ils étaient considérés comme trop jeunes. Mais dans le contexte de l'insurrection de juin, on se dit qu'on a besoin de tout le monde. Et arrivent aussi en juin 44 au maquis des gens plus âgés, notamment des anciens combattants de 14-18 qui n'étaient peut-être pas prêts à venir endurer l'expérience maquisarde pendant plusieurs mois, vivre au maquis voilà, sur une période assez longue, mais qui, dans là aussi le contexte de l'insurrection de juin 44, veulent apporter leur expérience, veulent se mettre au service de la patrie. Et puis on observera d'ailleurs à partir de juin 44 le ralliement d'un certain nombre de brigades de gendarmerie, d'un certain nombre de militaires, qui contribuera là aussi à changer un petit peu le profil sociologique du maquisard. Et puis, je termine avec cette remarque, les maquis en fait sont aussi très, très divers selon les territoires. On a des maquis avec un recrutement plus local. C'est le cas par exemple du maquis limousin. Ça veut dire une représentation beaucoup plus importante des catégories paysannes dans le maquis. Et on a des maquis avec un recrutement plus large, qui sont rejoints par des ouvriers qui viennent parfois de la région parisienne, de Marseille, de Lyon. C'est le maquis de Haute-Savoie, par exemple, qui a un recrutement très large et du coup avec là aussi des conséquences sociologiques puisque le maquisard sera davantage un citadin, davantage issu du monde ouvrier. Merci Fabrice. On a encore quelques questions. Donc, savoir déjà ce que sont devenus les maquisards après la guerre. Et une autre question aussi, si on a une estimation du nombre de maquisards et le pourcentage de victimes parmi eux. Alors, je vais commencer par des estimations c'est une question très complexe parce que, évidemment, on ne tenait pas dans les maquis des statistiques comme on le fait dans le cadre d'une armée régulière. Il ne fallait surtout pas que ce genre de document puisse tomber dans les mains de l'ennemi, puisque ça aurait fourni des informations cruciales à la fois sur l'identité des maquisards et la réalité de ce qu'était le maquis. On a néanmoins un certain nombre de données qui nous permettent d'avancer des chiffres, et les chiffres que j'avance sont en général à la baisse par rapport aux chiffres qui ont été repris le plus souvent, qui sont des chiffres le plus souvent envoyés par le service national maquis à Londres, mais qui surestiment les effectifs pour une raison toute simple, c'est stratégique. C'est pour essayer de faire croire aux Alliés que les maquis sont plus puissants qu'ils ne le sont en réalité, et c'est pour aussi obtenir en retour davantage d'armes. Donc, si l'on suit les chiffres envoyés à Londres, on serait sur 40 000 à 50 000 maquisards au cours de l'été et de l'automne 1943. Mais on voit que ces chiffres sont exagérés, notamment parce que l'État qui en fait mention évoque un total de 20 000 maquisards rien que pour la Haute-Savoie, ce qui est totalement impossible. Donc, moi, j'avance plutôt un ordre de grandeur pour l'été 1943 qui serait autour de 15-20 000 maquisards. C'est assez peu. On n'est pas du tout dans un mouvement de masse comme comme l'a été le phénomène partisan en Grèce ou en Yougoslavie, par exemple. Les partisans sont plusieurs centaines de milliers. Néanmoins, on change un peu d'échelle le 6 juin avec cette levée en masse là dont j'ai déjà parlé, où là, on double, voire triple le nombre de maquisards et on peut penser que en juin 44, on serait sur un total d'à peu près 50 000 à 60 000 maquisards pour finir en septembre, au moment de l'amalgame, à des estimations autour de 100 000. Je ne me souviens plus les deux autres questions.
Il y avait une question sur savoir ce que sont devenus les maquisards après la guerre. Et pour conclure, il y aura également une autre question, savoir s'il y avait des régions où il n'y avait pas eu du tout de maquis ou des régions plus propices au maquis. Alors, les maquisards après la guerre ont des destinées tout à fait différentes, parce que là aussi, ça relève des différences sociologiques dont j'ai parlé tout à l'heure selon les maquis. Certains vont faire le choix de continuer l'aventure dans l'armée, donc au moment de l'amalgame. Donc ils rejoignent la première armée de Delattre de Tassigny, mais ils vont souvent connaître des désillusions parce que les militaires de carrière, bien sûr, se méfient de ces jeunes qui ont vécu au maquis dans des groupes où la discipline n'était quand même pas la même que celle d'une véritable armée. Et du coup, les maquisards qui ont rejoint l'armée sont souvent cantonnés dans des rôles subalternes. Et pour ceux qui avaient des grades, ils sont souvent dégradés d'un ou deux rangs, ce qui est pour eux très mal vécu. Certains considèrent voilà, que leur vie au maquis se termine en septembre 44 et ils reprennent parfois le cours normal de leur vie. Lorsqu'ils étaient étudiants, eh bien, ils reprennent le cours des études. Et lorsqu'ils étaient paysans, ils retournent à la ferme. Au niveau des chefs, c'est intéressant de voir que beaucoup de chefs de maquis vont connaître d'importantes désillusions après la guerre. Parce que si on les met en avant au moment de la libération, des gens comme Henri Roman-Petit dans l'Ain, comme Georges Guingouin dans le Limousin, là aussi, les autorités nouvelles qui se mettent en place très vite se méfient d'eux. Parce que ce sont des gens qui ont agi de façon indépendante, qui ont une forme de légitimité locale, qui gênent un petit peu les nouveaux pouvoirs de la libération. Et on sait que certains chefs de maquis, du coup, auront un destin un peu compliqué. Henri Roman-Petit sera même condamné à plusieurs semaines de forteresse parce que le commissaire de la République de Lyon, Yves Farge, l'accusera d'avoir un peu outrepassé ses fonctions au moment de la libération. Et Georges Guingouin, lui aussi, aura un certain nombre de difficultés après la guerre. On lui reprochera ses actions lorsqu'il était chef et même autoproclamé préfet du maquis. Voilà. Donc on voit des destins quand même souvent compliqués et surtout un certain nombre de désillusions. Désillusions aussi générales parce que beaucoup de ces jeunes avaient rejoint les maquis en se disant qu'il pourrait y avoir à la fin de la guerre la constitution d'une nouvelle armée différente de l'armée un peu traditionnelle avec ses vieux codes, ses vieilles règles. Or, lorsque s'effectue l'amalgame, on voit bien qu'on revient en fait à une armée classique et traditionnelle et pas du tout à l'armée un peu populaire que certains maquisards appelaient de leur vœu. Les maquis sont aussi un phénomène, effectivement, qui s'inscrit dans des territoires particuliers. Un maquis ne peut se développer que s'il y a un territoire qui le permet, un massif montagneux, une forêt. Il ne peut pas être situé trop près d'une garnison allemande trop importante qui risquerait d'intervenir. Cela explique donc que les maquis se sont surtout développés dans les grands massifs de la France, donc le Jura, les Vosges, le Morvan en Bourgogne, le Massif central, les Alpes-Jura, mais qu'on trouve quasiment, enfin même on ne trouve aucun maquis en région parisienne, par exemple. On ne trouve aucun maquis dans le nord de la France, parce que la densité d'occupation était trop forte, les Allemands étaient trop nombreux, et parce qu'il n'y avait pas les moyens de développer des camps un petit peu dissimulés et cachés. D'accord. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons conclure. Un grand merci, Fabrice, de nous avoir permis donc de mieux comprendre l'histoire de ces maquis. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Les maquisards combattre dans la France occupée. Merci au public d'avoir été présent à ce café historique. Donc, je souhaiterais remercier pour la réalisation et la préparation de ce café Nicolas de la page Old Sun Creative et également Hélène et Sébastien pour l'aide apportée pour la réalisation du café. Donc, un grand merci à vous. Vous pourrez retrouver prochainement ce café sur le site internet du festival et également le compte YouTube. Et j'espère très prochainement un autre café à venir. Je vous invite à
consulter régulièrement la page Facebook des cafés, des rendez-vous de l'histoire. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à tous.